Bienvenue dans la deuxième partie de Broken Realm Moratti, le premier livre d'une série narrative dont les événements se passent juste avant les croisades Éophore et juste après le nécroséisme. Le lien vers la première partie sera dans la description, mais sinon voilà un petit résumé. La majeure partie de l'intrigue se passe aux 8 points, un sous-royaume possédant des portes-royaumes menant à tous les royaumes mortels. Cette terre est contrôlée par les forces d'Archaon, l'élu éternel, mais elles ont récemment été mises en difficulté, ce que Moratti, l'oracle de Cain, a décidé d'exploiter. En informant Sigmar d'une menace potentielle qui pourrait percer les défenses de son royaume, Azir, le royaume des cieux, elle parvient à le convaincre d'organiser une attaque conjointe afin de se débarrasser de cette menace, nommée la Varanite, une pierre du royaume du chaos. Pour pouvoir pénétrer dans l'omnipoint, ils ont dû aussi convaincre Alarielle, la reine éternelle, pour qu'elle consente à prendre le risque d'ouvrir la porte de Giran de la Genèse qui mène aux 8 points. Initialement, la première partie de l'assaut a été une réussite, et d'ailleurs l'autre côté de la porte de la Genèse, contrôlée par les forces du chaos, est tombé sous le contrôle de l'ordre. Cependant, alors que les forces conjointes des éternels de l'orage et des filles de Cain s'est avancées plus en avant dans les terres du chaos, l'effet de surprise qu'ils avaient a fini par diminuer, ils ont dû faire face à une large contre-attaque. En parallèle, pendant que le combat faisait rage à la surface, Moratti et ses filles de Cain, appuyés par des éternels de la chambre sacro-sainte, progressaient discrètement dans les profondeurs afin de neutraliser la Varanite. Cependant, à un moment crucial, Moratti et ses forces ont trahi les éternels, les ont paralysés afin d'éviter la possibilité qu'ils pourraient prévenir Sigmar après leur mort. Par la suite, Moratti a ensuite décidé d'emmener la Varanite avec elle afin de l'utiliser dans un rituel pour accomplir ce qu'elle désirait depuis bien longtemps, devenir une déesse. Elle s'est retirée au temple d'Agnar à Ulgu, le royaume des ombres, où se trouve le masquoire, le chaudron-mère, à l'intérieur duquel elle avait placé les âmes elfiques reprises à Stanesh. Et c'est d'ailleurs aussi de ce chaudron que sont nées certaines des filles de Cain, que l'on appelle les Skazborn, qui sont aussi appelées les vrais nés ou les nés des ombres, comme par exemple les Kinerai et les Melusai. Mais là, Moratti utilise le chaudron d'une manière assez différente, car elle a placé la Varanite à l'intérieur avec différents ingrédients afin de le purifier, pour enlever la corruption chaotique tout en conservant ses propriétés transformatives, et ainsi pouvoir permettre à Moratti d'essayer de se transformer en une déesse parfaite, bien que le résultat ne soit vraiment pas garanti. C'est d'ailleurs pourquoi, à la moindre erreur dans le rituel, Moratti a torturé et exécuté ses acolytes. Mais cette potion avec la Varanite n'était qu'une partie du plan de Moratti, car pour mener son plan à bien, elle avait aussi besoin de prendre le contrôle de lieux nommés les Ombrevoies, un réseau de couloirs entre Ulgu et Ulgish, un sous-royaume entre le royaume de la lumière et le royaume des eaux, et qui est aussi entre autres l'endroit où est enfermé le dieu majeur Stanesh, le prince des excès. Moratti était alors au point culminant de sa quête pour atteindre la divinité. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait fait, ses alliances, ses trahisons, pour elle, tout avait mené à ce moment critique, et maintenant seules deux voies s'offraient à elle, la divinité ou la mort. Pour se préparer le plus possible, elle a appelé un maximum de force des différents temples de Cain à Agnar afin de défendre le grand temple. Agnar se trouvait à côté d'un étrange jeu de pouvoir nommé les flux, une source de magie de l'ombre qui créait des illusions et des brouillards autour de la cité. Cet avantage naturel venait s'ajouter aux nombreuses défenses du temple. Cependant, une large force pourrait réussir à les briser. C'est pourquoi Moratti a aussi sollicité l'aide des maîtres des flottes de Misthaven qui ont déployé une immense armada avec à sa tête une arche noire. En tant que grand oracle, elle a annoncé qu'un rituel pour invoquer le dieu du meurtre allait être lancé dans une grande tempête de feu et de sang, prétendant que Cain sera bientôt réuni avec ses adoratrices. En parallèle de tout cela, les rois des différentes enclaves Idonès se réunissent dans les profondeurs suite au vol de la lanterne ocarienne par Moratti. Le vol de cet artefact avait vraiment créé une situation de crise pour eux, car si la lanterne venait à tomber entre de mauvaises mains, leurs ennemis pourraient les trouver dans leur cachette. Et à cause de l'équilibre fragile de leur population, l'isolement était pour beaucoup ce qui les avait maintenus en vie jusqu'ici. Le haut roi Volturnos présidait cette assemblée et était celui qui les avait informés de la disparition de la lanterne, ce qui a grandement échauffé les esprits des reines et rois accueillants de l'assemblée. Molpir, le roi des Fouetan, une enclave assez agressive d'Akshi et aussi connue pour son impulsivité, se leva pour critiquer les défenses d'Aenrak, insinuant qu'elles étaient insuffisantes pour protéger un tel trésor. Revarnos, le roi des Nautilars cependant plus mesuré, insista sur la nécessité d'agir rapidement afin d'éviter le pire. L'identité des voleurs a alors été dévoilée, car une scienza, une arme des cultes
culte kénite avait été trouvé sur les lieux du vol. Il était alors assez clair que la coupable n'était autre que Morathi. Cette révélation plongea l'assemblée dans un silence pesant. Volturnos avertit que si Teclis, l'illuminateur, récupérait son trésor, les Idones seraient alors traqués sans relâche, et il finirait très certainement ce qu'il avait commencé avec les Sitaï. C'est pourquoi il décida de lancer une offensive directe et d'invoquer les forces de toutes les enclaves afin d'attaquer la capitale des Kénites et de récupérer au plus vite la lanterne. Les Idones n'avaient cependant jamais été dans une guerre ouverte, car ils devaient forcément s'attendre à de lourdes pertes, ce que la population des Idones ne pouvait pas se permettre. Mais cette fois-ci, il en allait de leur survie. La grande armée des Idones a alors attaqué et encerclé Agnar. De loin, on pouvait observer cette immense nuée ressemblant à un céphalopode, et donc chaque tentacule était formé de phalanges de guerriers Akhelion et Namarti. La grande flotte des corsaires elfes a été la première à être touchée par l'attaque, car elle gardait le détroit de Hénémarque, qui était la principale voie d'accès au Grand Temple. Le détroit était gardé par la grande arche noire nommée la Persécutrice, dont la taille et les défenses étaient telles que cela revenait à protéger la forteresse d'Agnar avec une autre forteresse. Un épais brouillard a alors enveloppé le détroit, et tout à coup, nombre de vaisseaux corsaires ont été éventrés alors qu'une douzaine de léviathans monstrueux ont émergé des profondeurs. Malgré la surprise et le chaos initial, les marins de Misthaven ont su réagir avec discipline et ont répondu avec une riposte de pluie de feu et de boulets de canon. Cependant, leurs ennemis étaient déjà assez proches, et donc des tirs concentrés étaient difficiles sans risquer des tirs alliés. Les léviathans percutaient les navires comme des béliers et brisaient aisément le bois et le métal, projetant les marins dans les zones noires qui étaient ensuite mis en pièces par des alopex et des fangmora. Malgré leurs lourdes pertes, les forces de Misthaven ont résisté du mieux qu'elles le pouvaient et ont tout de même réussi à abattre de nombreuses créatures. Mais les monstres marins n'étaient pas leur pire menace. Des esprits vengeurs des océans, d'étranges manifestations d'entités des océans, les édolons, semaient aussi la destruction parmi les navires, semant encore plus la terreur dans leurs rangs. Si les corsaires n'étaient pas des marins aguerris, nombre d'entre eux auraient certainement fui. Les Idones subissent aussi de lourdes pertes, alors que des fusiliers des guildes libres de Misthaven, positionnés sur les côtes de Agnar, apportent des tirs de soutien bienvenus sur les forces des Idones. Et déjà à ce point de la bataille, la surface de la mer est jonchée de cadavres flottants. Un autre point intense de cette immense bataille se déroule aussi non loin, dans la baie de Agganal, un autre point stratégique important pour le contrôle des côtes de Agnar. Les Namarti des Idones émergent des eaux pour attaquer, mais sont vite contrés par des torrents de flammes, des balistes et des Kinérailles qui frappent depuis les airs. Malgré leurs pertes, les Idones continuent de lancer constamment des vagues d'assaut, soutenus par des monstres marins nageant dans l'air grâce à la magie de l'éther-mer des Isharan. Les défenseurs décident aussi de contre-attaquer avec leurs propres monstres, des Charybdis. L'intensité du combat devient alors encore plus violente, alors que d'immenses monstres se font face, décimant tout autour d'eux dans leur rage bestiale. Cependant, la situation bascule en faveur des Idones lorsque le haut roi Volturnos apparaît, brandissant son épée, l'Astra Solus, et menant lui-même une charge dévastatrice à la tête de ses Akhelions. Son apparition ravive le moral des Idones, ce qui force les défenseurs à reculer vers les falaises, n'ayant d'autre choix que de battre en retraite face à cette immense marée. Mais c'est alors qu'un corps de guerre résonne au-dessus des vagues. Glavia Sinhart, l'héros de Sanesh, qui avait longuement observé les agissements de Morathi dans l'ombre jusqu'ici, arrive à la tête d'un host de Sanesh sur une flotte de quadrirèmes d'argent ornée de bannières en peau humaine et entourée de vapeurs nauséabondes. Glavia profitait de la position de faiblesse de Morathi pour attaquer directement la cité-temple. Cette arrivée très soudaine a naturellement perturbé les plans des Idones. Les matriarches de Agnar ont profité de leur confusion afin d'envoyer des troupes pour contre-attaquer les troupes Idonites. Les corsaires, quant à eux, avaient rempli leur rôle en encaissant la première vague des Idones et se sont retirés à bord de l'Arche Noire pour se protéger. Volturnos réalisa alors que son armée était prise en étau. Il décida de passer à une tactique défensive et a formé une ligne de défense avec ses troupes, protégées par des boucliers magiques invoqués par des Isharan. Et en parallèle, pendant que le gros de l'armée était dans une position plus défensive, il planifiait une offensive audacieuse avec une plus petite force de cavalerie d'élite pour pénétrer dans le cœur de Agnar pour récupérer la lanterne. Lui et ses cavaliers s'élancèrent dans les airs et durent faire vite face aux Kinérailles alors qu'ils se dirigeaient vers le palais de la Grande Oracle. Un immense dôme sculpté à partir des corps cristallisés de ces
des ennemis vaincus, et à l'intérieur duquel se trouvait le masquoire, le chaudron mère, où Moratti était justement en train d'accomplir son rituel au même moment. Depuis différents endroits du royaume des ombres, ces reines matriarches avaient commencé à égorger des prisonniers, serviteurs des dieux du chaos, en sacrifice. Le sang brûlant, chargé de soufre des adorateurs de cornes, se mêla au pu épais qui parcourait les veines putrides des fidèles du dieu de la peste, ainsi qu'à l'écorce argentée des sorciers de Tsinch. Leur sang avait été versé dans des chaudrons de sang, ayant un lien mystique qui les unissait avec le chaudron mère. Ces sangs, liés à différents dieux du chaos, ont transformé le masquoire en un nexus de sorcellerie qui attirait les âmes damnées des adorateurs du chaos sacrifiés, et qui était ensuite redirigé à travers le réseau de canaux ésotériques qui reliaient Ulgu à Ulgish, et qui allait ensuite se déverser directement dans la panse de Slaanesh, créant un lien direct avec le prince des excès. Au début, le dieu enchaîné se réjouit de cette offrande, bien qu'il fût dégoûté par le mélange d'essence de ses frères. Mais c'est alors qu'il sentit une ouverture dans le tissu de la réalité. La grande oracle de Cain, Moratti, avançait dans le masquoire avec le cœur de fer de Cain dans une main et la lanterne ocarienne dans l'autre. La varanite a alors commencé à entrer en ébullition, comme si elle cherchait à s'enfuir du chaudron. Des figures fantomatiques à demi formées commençaient à apparaître autour d'elle, figées dans une expression d'horreur absolue. Et au centre du chaudron était apparu un vortex dont les couleurs et les sons qui en émanaient ne pouvaient être reconnus par l'esprit d'un simple mortel. L'une après l'autre, toutes les silhouettes y furent entraînées en hurlant, et ainsi Moratti avait créé un lien entre le masquoire et le ventre de Slaanesh, ce qui fit d'ailleurs frémir le prince des plaisirs pour la plus grande satisfaction de l'oracle de Cain, savourant le début de sa vengeance pour la damnation que ce dernier lui avait infligée. Elle leva la lanterne ocarienne et la salle entière baigna dans une lumière immaculée. Elle prit une inspiration et plongea dans les profondeurs du ventre du prince des excès. Et là, son épreuve et son supplice commença. Une douleur aveuglante et omniprésente s'empara d'elle. Sa peau albâtre se détacha de son corps comme la mue d'un serpent. Elle a alors ouvert sa bouche pour hurler, mais la varnite est alors entrée dans sa gorge, et elle eut la sensation que du feu liquide entrait dans ses poumons. Elle sentit alors ses os se briser et changer de forme. À ce moment-là, seule sa volonté lui permettait encore de continuer. Elle avait déjà traversé un supplice similaire pendant les millénaires qu'elle avait déjà passés dans le ventre de Slaanesh. Elle rassembla alors ses forces pour lever la lanterne ocarienne, dirigeant son pouvoir d'attirer les âmes elfiques en direction du prince des excès. Et un torrent d'âmes a alors été extirpé de sa masse divine. Il y en avait des milliers, épuisées et privées de potentiel après des millénaires de torture. Beaucoup d'entre elles accouraient vers la liberté de la lanterne, mais Moratti les rejetait, car elle ne recherchait que les plus éclatantes, les plus puissantes, les âmes des anciens rois phénix d'Ultuan, qui chacune avait conservé un fragment de la divinité qu'ils avaient béni. En eux brillaient encore les flammes sacrées d'Asurian, intactes malgré les éons de souffrance. En les voyant, Moratti fut submergée par des émotions et des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps. Elle reconnaissait même certains de ses rois, elle en avait craint certains, et il y en avait même un qu'elle avait aimé. Pour échapper à la nostalgie, elle se fit violence et endurcit son cœur. Elle se transforma en un serpent d'ombre et commença à dévorer ses amants. Sa forme sinueuse les enserrait dans des anneaux et les mordait avec des crochets noirs. Chaque âme qu'elle dévorait lui insufflait un peu plus de puissance divine et ne laissait derrière elle que des cendres. Cependant, les âmes royales tentèrent de se défendre en prenant aussi des formes astrales pour combattre le serpent. Certains avaient pris la forme d'aigles de feu, de lances de lumière solaire ou de vagues de magie azuréenne. Mais Moratti, au fur et à mesure qu'elle les dévorait une par une, devenait de plus en plus puissante. Finalement, à la fin, une seule de ces âmes restait, la plus puissante de toutes. À sa vue, pendant un instant, Moratti hésita, alors qu'elle contemplait l'âme d'Aenarion, le premier roi phénix. Mais cet instant de faiblesse lui fut fatal. Répugné et enragé par l'acte de Moratti, ce dernier prit la forme d'une épée de feu et de sang, semblable à l'épée de Cain, et sa forme transperça l'âme de Moratti et scinda son être en deux parties. Et alors que la reine des ombres hurlait de douleur, le corps de Slaanesh fut pris de convulsions et un chœur de cris déments s'échappa de ses innombrables bouches. Et un torrent visqueux de salive étincelante prit la forme d'une silhouette scintillante et commença à prendre en chasse Moratti, et étant blessée, elle n'a d'autre choix que de battre en retraite. Pendant ce temps, le haut roi Volturnos et le roi Némétar se feraient un chemin à travers les halls obscurs du premier temple et sèment la mort parmi les Cainites. Ils finissent par arriver devant la chambre du rituel, d'où ils peuvent entendre les cris d'agonie de Moratti. De grandes portes les empêchaient d'entrer, mais un coup puissant de l'Astra Solus de Volturnos leur a permis de la forcer et de pénétrer le sanctuaire, où ils furent confrontés à une vision terrifiante. Le chaudron mère était fissuré et chauffé à blanc, et une
fumée écarlate en dégageait. Les gardes Melusai se jetèrent sur les intrus pour protéger leur maîtresse. Ils offrirent une bonne résistance, mais Volturnos se hâtait et fendait les rangs des ennemis avec une détermination implacable. Et il finit enfin à atteindre le masquoir, déterminé à interrompre ce rituel macabre. D'un geste, Volturnos abattit son épée sur le chaudron mère, le brisant en deux dans une explosion de métal tordu et de sang bouillonnant. Cela provoqua une déflagration si violente qu'elle projeta Volturnos et sa monture au loin. Au même moment, Glavia et son hoste d'édonite a pu observer cette explosion de sorcellerie au loin qui a fait éclater le toit de leur forteresse. Une forme étrange, indistinguible, s'échappa du brasier, entraînant derrière elle d'étranges couleurs, et elle s'éloigna rapidement vers l'océan. À la vue de cette étrange comète, les Odonites poussèrent des cris de joie et se retirèrent soudainement du combat pour embarquer dans leur quadrirème et suivre la direction de cette étrange apparition. Dans la salle du masquoir, les survivants Kénites et Idonettes reprirent peu à peu leurs esprits. Ils commençaient à entreapercevoir un immense corps ophidien qui émergeait du chaudron. Un monstre ailé couronné de serpents sifflants qui inspirait la terreur à tous ceux qui le contemplaient. Et il semblait abriter une autre silhouette entre les anneaux de son corps de serpent dont on pouvait apercevoir des dents blanches luisantes dans un grand sourire au milieu d'un masque de sang. Le cœur du haut roi Volturnos fut alors empli d'effroi alors qu'il commençait pleinement à réaliser à quel genre d'entité il faisait face. Le regard de Moratti reflétait la douleur et l'épuisement, mais également le triomphe le plus absolu. Volturnos proclama qu'il condamnait à mort Moratti pour son vol et ses crimes. Mais l'ancienne grande oracle sourit avec mépris et il commençait pleinement à réaliser qu'elle était maintenant bien plus qu'une mortelle. Étant lui-même l'un des derniers survivants du massacre d'un dieu, il était probablement l'un des plus à même de le reconnaître. Alors que la forme elfique de Moratti se déplaçait dans la salle dévastée, la créature serpentiforme imitait chacun de ses mouvements. Volturnos chargea avec sa monture, Uasal, et tenta un ultime assaut en visant la gorge de Moratti. Mais d'un seul geste, elle invoqua des vrilles de fumée noire qui les projeta à terre. Au même moment, le monstre serpentin s'apprêtait à lui asséner un coup fatal. Mais avant qu'elle ne pût asséner le coup de grâce, la forme elfique de Moratti s'interposa. Même si elle était entièrement couverte de sang, la nouvelle déesse irradiait une aura presque palpable. Elle avait à présent fusionné avec les dernières vestiges de Kain. La grande oracle n'était plus et elle avait cédé la place à Moratti Kain. De façon assez inattendue, elle ordonna qu'on relâche les guerriers Akelians et ensuite même aux armées de Agnar de se replier et d'épargner les Idonesses. En s'adressant à Volturnos, elle affirma que elle et eux n'avaient plus de raison de se battre. D'après ses dires, les Kénites et les Idonesses étaient plus semblables qu'il n'y paraissait. Chacun était des parias méprisés par ceux qui s'estimaient plus nobles qu'eux, comme Teclis et son frère, qui les détruiraient s'ils en avaient le pouvoir. Mais ensemble, ils pourraient former une alliance pour faire front contre les empires de Ish. Et à la grande surprise de Volturnos, Moratti Kain reconnut même ses crimes, bien qu'elle ne s'en excusât en aucun point, mais fit tout de même un geste en gage de bonne volonté, et lui rendit la lanterne ocarienne, bien qu'elle était en partie endommagée, mais pas totalement détruite. Elle émettait des étincelles d'énergie semblables à la lueur qu'émettent certains poissons dans les abysses, et Volturnos semblait entendre d'elle une funèbre mélopée. Moratti caressa les lucioles éthérées entre ses doigts et expliqua qu'elle avait ramené nombre d'âmes grâce à la lanterne, et elle les lui offrait de bon cœur avec la relique. Ces âmes étaient en fait les esprits des Sitaï, les ancêtres des Idonesses, dont seul Volturnos était le dernier survivant. Et Moratti promit que cela n'était qu'un avant-goût de ce qu'elle pourrait lui offrir en échange d'une alliance. Le haut roi la fixa du regard, considérant froidement les conséquences possibles de cette offre inattendue. L'esprit échauffé de n'importe quel autre guerrier après une telle bataille aurait rejeté cette proposition sur le champ, d'autant plus que les Idonesses avaient subi de très lourdes pertes lors de la bataille de Agnar. Mais Volturnos et les elfes des profondeurs faisaient fi de telles passions du fait de leur rude existence. Ce qui était perdu, et maintenant le haut roi devait faire ce qui était le mieux pour son peuple. Et il accepta alors d'écouter ce que Moratti Kain avait à lui proposer. Et c'est ici que s'achève la deuxième partie de Broken Realm Moratti. Et la prochaine fois, on abordera la dernière partie du livre. Personnellement, j'ai trouvé cette conclusion assez surprenante au début, mais maintenant j'ai tendance à être d'accord avec Moratti sur le fait que les Idonesses et les filles de Kain sont assez similaires, même si les motivations pour leurs actions sont assez différentes. Là où les Kénites font le choix de tuer par dévotion, les Idonesses n'ont pas vraiment ce choix et le font par nécessité afin de survivre. Ce qui, selon moi, les rend un peu plus moralement ambigus, même si au final le résultat reste le même. Je serais d'ailleurs curieux
de connaître votre avis à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, et si jamais ça vous a donné envie de soutenir la chaîne, considérez peut-être à la rejoindre en tant que membre ou sur Tipeee, ou encore si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, vous pouvez faire jusqu'à 20% d'économie en utilisant le lien partenaire dans la description, et d'une pierre deux coups, ça soutient la chaîne. En tout cas, merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.